Salut à toi et bienvenue dans le podcast de Lula Studio. Je m'appelle Laure, je suis l'auteur du blog Les Chroniques de Lula et je suis également coach. J'accompagne les personnes sensibles et ambitieuses qui veulent dépasser leurs blocages, améliorer leurs relations et aller au bout de leurs envies. Avant de débuter notre podcast du jour, je t'invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, à me mettre un petit pouce vers le haut et si tu m'écoutes sur Spotify ou sur une autre plateforme, n'hésite pas à t'abonner également. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de te parler d'un truc qui touche beaucoup d'hypersensibles, à savoir le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça t'arrive souvent de penser que t'es une fraude internationale, que la Terre entière va bientôt percer à jour ton manque de connaissances et de compétences, qu'on va se rendre compte à quel point t'es nul, que tu vas finir par te faire humilier en réunion ou devant un client, ou si tu es encore étudiant, devant toute la classe, qu'on va se rendre compte que tu as eu tes diplômes par hasard et que tu n'as absolument aucun mérite. Si tu te retrouves, que ce soit un peu ou beaucoup dans ce que je viens de te dire, il est fort probable que tu traînes en fait une vieille insatisfaction chronique qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En réalité, rares sont les personnes qui ne sont pas touchées par ce syndrome. La plupart des gens y sont confrontés au moins une fois dans leur vie. Seulement, les hypersensibles et les personnes à haut potentiel sont particulièrement sujets au syndrome de l'imposteur. Ils y sont confrontés en fait plus souvent que le reste de l'humanité parce que ils sont plus perfectionnistes et ils portent une grande attention aux détails. En fait, ils sont tatillons et ça aide bien à se satisfaire de ce qu'on a dans ces cas-là. Seulement, en fait, cette quête permanente de perfection, elle peut s'avérer épuisante sur le long terme. Et elle éloigne aussi progressivement de toutes les sources de joie et elle rapproche de la frustration et de ce que j'appelle la triade dramatique, à savoir la colère, la peur et la tristesse. Alors qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? En fait, ce phénomène d'imposteur, c'est une forme de doute qui des fois, dans les cas les plus sérieux, prend une tournure un peu maladive et qui s'installe en fait en toi et qui t'empêche de prendre conscience du mérite que tu as dans les actions que tu accomplis, quoi. On l'appelle aussi syndrome de l'autodidacte parce qu'en fait, il est très fréquent chez les personnes qui acquièrent des compétences par elles-mêmes, du fait de leur curiosité, de leur volonté de monter en compétence dans un domaine. Et du coup, elles se sentent souvent illégitimes parce qu'elles n'ont pas obtenu de diplôme ou de certification qui attestent de leur capacité. Mais les autodidactes sont loin d'être les seuls. En fait, ils partagent souvent ce syndrome d'imposture avec bon nombre d'hypersensibles et de personnes très exigeantes qui n'ont pas forcément fait de travail sur elles-mêmes ou qui sont, on va dire, entre guillemets, au début de leur développement personnel. Donc le syndrome de l'imposteur, ça se mesure grâce à ce qu'on appelle l'échelle de Clance. C'est une échelle qui a été inventée, il me semble, dans les années 70, qui est de graduer de 0 à 100. Et en gros, plus tu te rapproches de 100, plus ça veut dire que tu as un phénomène d'imposture intense, c'est-à-dire qu'il se manifeste fréquemment chez toi. Heu, il est en lien, en fait, ce syndrome de l'imposteur avec ce qu'on appelle le paradoxe de la connaissance. Tu sais, en fait, plus tu es compétent dans un domaine, plus tu te rends compte de tout ce qu'il te reste à apprendre dans ce même domaine pour en devenir un expert et plus, tu acquiers des connaissances, plus le nombre de questionnements que tu as à propos de ce domaine se démultiplie, plus tu as de doutes qui infusent et moins tu as l'impression de savoir. Et c'est un peu frustrant tout ça. Mais c'est un peu le jeu quand tu adores apprendre. Et le syndrome de l'imposteur, il est également relié à un certain nombre de peurs que je vais t'énoncer juste après, et sur lesquelles tu peux travailler en fait si tu souhaites le dépasser. Comme tu le sais peut-être déjà, ce que tu désires le plus se trouve souvent de l'autre côté de ta peur. Donc quelles sont les peurs qui sont reliées au syndrome de l'imposteur? En fait, c'est bien connu, quand on est hypersensible, on a beaucoup de peur et on a surtout la peur d'avoir peur. Et on a un cerveau qui est câblé de telle sorte à ce que, on ait, une forme d'hypervigilance, quasi constante et ça nous rend donc plus prudents que la moyenne, même si parmi les hypersensibles, il y a ce que Helen Aron appelle les chercheurs de sensations, mais il y a aussi des personnes qui sont très prudentes et très vigilantes, dans les actions qu'elles posent. Et tu l'auras compris, plus les peurs sont nombreuses, plus il est difficile de poser des actes. Donc environ 20% des personnes sur cette planète sont dotées d'une hypersensibilité, tu le sais déjà, à mon avis, si tu m'écoutes ou si tu me lis depuis un moment.
Mais il y a cette proportion également chez les animaux et en fait, c'est pas un hasard, c'est que, cet état d'hypervigilance, il aide à la préservation des espèces. Donc du coup, les hypersensibles, ils sont dotés de sens, ils sont plus aiguisés et d'une attention aux détails un petit peu digne du tatillonnisme et de peurs plus nombreuses, qui nous rend en fait plus sujet au syndrome de l'imposteur et qui le fait durer en fait dans le temps. Ça nous pourrit un peu la vie, quoi. Donc comme je te le disais, derrière le syndrome de l'imposteur, il y a plusieurs peurs et notamment la peur d'échouer. Alors celle-là, elle est hyper facile à détecter. Je pense que parmi toutes les peurs que je vais citer, ça doit être l'une des plus simples à percevoir. En gros, quand on a la peur d'échouer, on est accro à la perfection. Donc c'est fréquent que ce soit pour masquer une grosse peur de l'échec, quoi. Généralement, en fait, la peur de l'échec, elle vient de notre éducation. Pour te citer un exemple, désolée maman si tu passes par là. Quand j'étais petite et que je ramenais pas des bonnes notes à la maison, ma mère, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très exigeante avec elle-même déjà de base. Donc elle l'était également avec moi et quand j'avais pas la meilleure note ou quand j'avais pas une note qui se rapprochait de 20, disons qu'elle n'était pas forcément satisfaite de ma performance et qu'elle me demandait pourquoi je n'avais pas eu 20. Et je peux te dire que ça avait tendance à calmer mon petit ego de gamine. La peur de l'échec, elle peut aussi venir d'une pression parentale avec des discours du type si tu veux réussir dans la vie, il faut bien travailler à l'école, ou ton père pense que tu es la seule personne de cette famille à pouvoir réussir. Enfin bref, c'est ce genre de discours qui te met énormément de pression et qui te font craindre d'échouer ou de mal faire quand tu arrives à l'âge adulte, quoi. En fait, quand tu es dans ce schéma, c'est difficile, voire impossible, de percevoir les aspects qui sont salvateurs dans l'échec, tu vois. C'est difficile de percevoir que l'échec, il t'amène en finale à apprendre et que tu pourras te servir de cet apprentissage après pour améliorer tes performances. Le syndrome de l'imposteur, il s'inscrit aussi dans la procrastination. Par exemple, si tu as envie de créer ta boîte dans un domaine qui te passionne et que tu passes tes journées sur Netflix plutôt que d'avancer sur ton projet, c'est très probablement que tu as une grosse peur de l'échec et non que tu es une grosse feignasse. On voit souvent les gens qui se traitent de grosses feignasses et qui disent que ils aiment bien feignasser sur leur canapé. Et je parle en connaissance de cause parce que je connais des gens qui sont dans cette situation-là. Généralement, c'est des gens qui ont beaucoup de capacités, qui ont des talents, mais qui ne les exploitent pas parce qu'ils ont aussi beaucoup, beaucoup de peur. La seconde peur qui est reliée au syndrome de l'imposteur, je dirais, c'est la peur du rejet. Et cette peur, elle est très liée à la troisième peur que je vais citer tout à l'heure. Donc la peur du rejet, je t'en parle dans un de mes articles. Elle est reliée à une blessure de l'enfance. Si tu as lu le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, tu sauras de quoi je te parle. Et là, ici, j'avais envie de relier la peur du rejet à la blessure d'injustice également, parce que la blessure de rejet et la blessure d'injustice, généralement, elles sont conjointes. Quand on a l'une, on a généralement l'autre, que ce soit dans une proportion équivalente ou moindre. Et par simplicité, en fait, j'ai choisi de les regrouper pour t'en parler. Parce que j'estime que voilà, quand on a l'une, on a l'autre. Donc, quand on a peur du rejet, c'est souvent qu'on a la sensation d'être nul, qu'on passe beaucoup de temps dans sa tête à rêvasser, etc., plutôt qu'à faire les choses. Quand on a une blessure d'injustice, on a souvent une impression de ne pas mériter et que on doit en fait fournir un travail acharné pour avoir un résultat à peu près probant. Or, les sentiments et les croyances qui découlent de ces deux peurs, elles sont directement liées au syndrome de l'imposteur. En fait, généralement, tu as cette impression qu'il s'agit d'une question de temps avant que la Terre entière se rende compte que c'est complètement naze et que tu es le plus sombre des incapables et que plus personne ne veuille t'adresser la parole. Voilà, ça, c'est très caractéristique de la peur du rejet. Et donc, relié à cette peur du rejet, moi, j'associe aussi la peur de la réussite. Alors, on entend beaucoup parler de cette peur en lien avec la peur de l'échec. C'est vrai. Généralement, de toute façon, les trois peurs que je te cite là, elles sont, elles sont, elles figurent chez les gens qui ont un gros syndrome de l'imposteur et elles sont reliées. Mais on parle en fait plus souvent de la peur de l'échec et
C'est plus difficile de discerner la peur de la réussite. Pourtant, elle est très présente, mais elle est beaucoup plus insidieuse. En fait, elle s'installe dans ton inconscient et elle y siège fermement. Elle te pousse à te saboter sans que tu comprennes vraiment pourquoi tu es dans des schémas qui te permettent en fait d'éviter la visibilité parce que bah, tu as peur que si tu te rends visible, en gros, bah, ça fasse un peu vaciller ta vie, quoi. Alors bien que le développement personnel soit à la mode et que les consciences s'élèvent de plus en plus, ce qui est plutôt cool au passage, les gens qui sortent de leur zone de confort et qui marchent en fait vers leurs objectifs, vers leurs rêves, restent une minorité. Je crois que c'est les gens qui osent vraiment aller vers ce qui les fait vibrer le plus dans la vie, ça doit être de l'ordre de 5%, selon les études dont j'ai entendu parler. Après, je pense que c'est quand même assez difficile de chiffrer. Et en fait, le fait d'avoir le cran d'aller vers ce qui te fait vibrer, de surmonter tes peurs, etc., c'est quelque chose qui peut susciter de l'envie et de la jalousie autour de toi, surtout quand tu as un entourage qu'on pourrait qualifier de toxique ou de mal intentionné, même si j'aime pas trop ce mot, parce que je ne pense pas que les gens soient bien ou mal intentionnés, c'est pas tout blanc ou tout noir. Généralement, tu as parfois de bonnes intentions et parfois de mauvaises intentions. On est plus dans quelque chose de gris. Mais bref, on va pas débattre là-dessus. Donc du coup, ouais, le fait d'oser rayonner, d'oser montrer ses talents, d'oser en faire quelque chose, c'est quelque chose qui peut susciter de l'envie et de la jalousie chez les gens qui n'ont pas forcément ce courage-là et qui restent en fait enfermés dans les carcans de ce qu'ils appellent une vie plus raisonnable, d'une vie d'adulte, d'une vie de personne mature, d'une vie de on ne peut pas tout avoir dans la vie, ma citation préférée. Et du coup, bah, ils osent pas agir, quoi. Et en fait, quand on ose aller vers ses rêves, bah, c'est s'exposer au rejet et à la critique. Et partant de ce constat, il y a beaucoup de gens qui réfrènent leurs envies pour ne pas se voir exclus, en fait, soit de leur clan familial, soit de leur groupe d'amis, en fait, par loyauté. Du coup, ils vont éteindre leur flamme pour éviter d'incommoder les autres. Alors qu'ils ont plein de ressources et qui pourraient apporter une belle contribution à ce monde. Si tu te reconnais en fait dans ce syndrome de l'imposteur, déjà sur mon blog, dans l'article qui est relié à ce podcast, je te propose de télécharger un test pour savoir en fait à quelle fréquence il s'exprime chez toi et bah, à quel point il va falloir que tu travailles dessus. Parce que oui, c'est possible de sortir du syndrome de l'imposteur ou du moins de le réduire en travaillant mais en fait sur son perfectionnisme. Il faut savoir que c'est bien d'avoir envie de bien faire les choses, mais la perfection comme on te l'a certainement toujours dit, n'existe pas. Et d'ailleurs, si on vivait dans un monde parfait, mais qu'est-ce que ce serait chiant, quoi. Heureusement que les gens ont des défauts, heureusement que les gens ont des pardons, parce que sinon, qu'est-ce qu'on serait chier, excuse-moi du gros mot, mais ça vient du fond de mon cœur. Heureusement oui, voilà, qu'on a des travers et qu'on ne fait pas toujours tout bien, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on, dès la naissance, on saurait déjà tout, et la vie ne vaudrait même pas la peine d'être vécue, parce qu'on se ferait chier à longueur de journée. Donc du coup, ouais, il faut travailler sur ce perfectionnisme et plutôt que de viser la perfection, vise l'excellence. C'est-à-dire que plutôt que de viser le 100%, vise le 80% de perfection ou le 70%, c'est déjà très bien. Et puis, concentre-toi surtout sur l'intention que tu as quand tu fais les choses. L'idéal, c'est de faire de son mieux tout le temps. Et je pense que on ne peut pas te tenir rigueur à partir du moment où tu fais tout ce qui est en ton possible pour faire de ton mieux. Je sais pas si c'est très français, mais en gros, faire de son mieux, c'est déjà parfait. Ensuite, je te parlais de peur, hein, je t'en ai cité quelques-unes, j'imagine il y en a d'autres, hein. Mais déjà, si tu travailles sur les trois peurs dont je te parle, ça te fera déjà avancer. Déjà, essaie de les repérer dans ta vie. Vois quand est-ce qu'elles se manifestent, parce que quand on est hypersensible, il arrive fréquemment qu'on soit détaché de nos émotions, puisqu'elles sont tellement fortes qu'elles sont incommodantes. Donc déjà, essaye de détecter quand ces peurs surviennent dans ta vie. Et puis, essaye de poser des petites actions qui te permettront bah, de sortir déjà de ta zone de confort, de l'élargir un petit peu, et puis d'aller progressivement vers ton objectif. L'idée, c'est vraiment de faire des petits pas, tout en gardant en tête qu'il vaut mieux viser l'excellence que la perfection.
Et à chaque fois que tu fais un petit pas, pense bien à célébrer, à t'arrêter, faire un stop sur image et à te dire, ok, c'est cool, je l'ai fait. Voilà pour mes conseils pour t'accompagner vers la minimisation de ton syndrome de l'imposteur. J'espère que tout ça t'aura aidé. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube, me mettre un pouce vers le haut et tu me suis sur une autre plateforme également à me suivre. Voilà, je reste à ta disposition. Je t'invite également à visiter mon site internet lula-studio.com et moi je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye!